dire. Donc quel commentaire souhaites-tu faire sur les décisions de la CIRJ qui sont tombées? La CIRJ vient de donner un permis de tuer un joueur. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi je dis ça? Je ne dis pas ça par hasard et sans peser mes mots. Elle vient de donner ce permis-là parce que c'est un joueur, et je parle du joueur, je ne parle pas du club, du contexte, des dirigeants, je parle du joueur. C'est un joueur qui doit être rendu à peu près depuis 2022 à 19 matchs de suspension pour bagarre, ou 15 ou 19, à vous vérifierez. Pour des faits de bagarre ou d'incorrection envers les officiels. C'est un joueur qui a franchi un palier dernier groupement équipe de France, puisqu'il a été instigateur d'une bagarre alors qu'il n'était pas concerné par l'action sur un match international, ce qui est très rare. C'est un joueur qui a une attitude sur ce match-là qui a dépassé tous les codes. Et pour le coup, les deux clubs étaient d'accord pour le dire. Tous les codes de notre sport, tous les codes qui font cette espèce de gentleman agreement sur comment on règle un problème en one-to-one. Puis je vais même aller plus loin, qui a même défait tous les codes, on va dire. Voilà, il saute sur un joueur dans le dos. Après avoir parcouru la moitié de la patinoire, il le frappe au sol, il le frappe après, alors qu'un arbitre le tient. Ça a commencé avant le match, donc on peut se poser d'autres questions aussi. Ça a commencé avant le match? Oui, et puis voilà, on est venu chercher O'Connor dans le couloir, mais on en parlera sûrement de l'enchaînement des événements, alors qu'il voulait rentrer au vestiaire après la charge de Manning, qu'il a pris Manning sur la tête. Mais on est venu le chercher en lui expliquant qu'il n'avait pas de courage. Voilà, et puis non fort de Gabo et de l'avoir ouvert, après vous connaissez la suite, il va se mêler en troisième homme à une bagarre où il arrive par derrière, où il arrache le masque du gardien, il le retourne, il lui met un coup de poing, on appelle ça en anglais, je ne sais plus comment on appelle ça, avec coup de poing, un sale coup de poing. En tout cas, vous avez vu les commentaires des sites américains, parce qu'autant les Américains, ils sont, voilà, on en pense ce qu'on veut, mais ils sont cortiqués, équipés ils connaissent les codes du hockey avec la NHL et toutes les ligues. En France, on ne l'est pas. Donc voilà, quand on prend l'ensemble de son œuvre, pour moi, c'est pas du tout l'attitude normale, en tout cas qu'on attendait dans une bagarre dite normale, à savoir si c'est normal de se battre, mais c'est un autre sujet. Et donc, les sanctions ne montent pas. L'approche de la CIRJ a été très technique, c'est-à-dire qu'ils ont pris qu'est-ce qui se passe quand il y a une bagarre sur Gabory, qu'est-ce qu'on met d'habitude, on doit mettre 2 matchs à peu près en moyenne. Donc on va avoir cette approche technique. On a eu une approche technique sur l'autre bagarre, il est plus instigateur. Mais il vient se mêler en troisième homme par derrière, etc. Alors qu'est-ce qu'on met d'habitude? On met 5 matchs. Dans le règlement de la CIRJ, si je dois juste prendre ça comme exemple, il y a 25 avec blessure de l'adversaire, ça doit être 3 matchs, je crois. Donc là, il y a eu 2 fois 25. Ça fait 6 matchs, on a mis un match de plus. Je vous renvoie à la décision du rugby hier, qui passe de 18 à 12, et qui a beaucoup de circonstances pour passer à 12 sur le joueur qui s'est excusé, je reprends que vous reprendrez le communiqué d'équipe de cet après-midi. Voilà, nous on est sur un joueur qui, je sais pas, personne ne nous a demandé des nouvelles de notre gardien en tout cas. Donc voilà, donc tout ça me fait me dire, en fait, l'instance qui est chargée de réguler et d'expliquer à un joueur qu'il a dépassé les limites ne l'a pas fait. Donc c'est quoi la prochaine étape? La question que j'ai envie de leur poser, c'est qu'est-ce qu'il faut pour mettre le maximum? Le maximum, je crois, dans la CIRJ, c'est 10 minutes pour 25 avec blessure, bagarre, blessure. 10 matchs. C'est 10 matchs. C'est 10 matchs ou 3 mois ferme. Voilà, donc en fait, c'est quoi ce qu'il faut pour atteindre cette limite haute? Je pose la question. Donc voilà, et donc c'est pour toutes ces raisons-là que pour moi ce joueur-là montre qu'il ne comprend pas et que voilà, c'est quoi la prochaine étape. J'espère pas être le président qui aura à gérer un joueur invalide ou pire. Voilà, parce qu'on est dans ce sujet-là. Le rugby a su prendre ses responsabilités il y a plusieurs années, quelles que en soient les conséquences. Je constate que pour le moment, le hockey ne sait pas le faire. Tu parles d'événements qui se sont passés déjà avant le match, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Non, je n'irai pas plus loin que ça, je peux juste vous raconter que voilà, quand Manning se fait charger, il le prend sur la tête, Matt. Et Matt sort du. Voilà ce que je viens de vous dire, mais on pourra monter un peu plus loin que ça, parce que sur la VAR de Bordeaux, par exemple, il prend un coup à la tête avant que le palais rentre. Vous avez tous vu les images, sinon elles sont disponibles. Voilà, il prend un coup à la tête, on ne siffle pas. Il prend Manning à la tête, on ne siffle pas. Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Matt O'Connor et qu'en son temps il a assumé
un geste qui n'était pas explicable sur l'arbitrage, je ne sais pas, on peut tout penser, tout imaginer. Le début de l'action, voilà, où au hockey sur glace, quand ça siffle, on laisse le palais, hein, où on le balance dans un coin parce qu'on est agacé, c'est pas ça, vous avez vu les images. Voilà, ça me pose question. Tu l'évoquais là, le fait que l'année dernière, Matt O'Connor a eu un geste vis-à-vis d'un arbitre. Ensuite, il est allé, de ce qu'on sait, à s'excuser auprès de l'arbitre. Il y a eu un geste de suspension à titre conservatoire de ta part sur le joueur. Là, on est d'accord que du coup, il n'y a rien eu de la part du club de Grenoble, en tout cas pas de communiqué, et il n'y a pas eu non plus d'excuses de la part du joueur envers le vôtre. On a reçu un SMS, pour être très factuel et très exact, John a reçu un SMS du président de Grenoble qui était désolé de ce qui s'était passé et qui espérait que c'était pas trop grave pour notre joueur, c'était juste après le match. Bon, après ça, moi en tout cas, j'ai rien reçu, je pense que John n'a rien reçu, Simon n'a rien reçu. Voilà, et puis les faits aussi parlent. Hein. Nous, à l'époque, on aurait pu expliquer que Matt, si on se refait l'action, il a pas les sous les jambières. Il lève le bras pour dire qu'il l'a arrêté, donc il attend que l'arbitre le protège. Mais on n'a pas du tout mis ça en avant dans nos explications, puisque ce qui se passe derrière, pour nous, était pas justifiable. Donc on ne l'a pas fait. Je vous renvoie aux déclarations qui ont été faites, aux articles qui ont été faits. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la même approche. Pour le reste, je ne sais pas ce que le club de Grenoble a fait en interne. Alors ça, c'est effectivement une autre question. Le président a annoncé qu'il y aurait des sanctions internes. Pour l'instant, personne n'en avance. Vous avez d'autres infos? On pourra poser la question à Grenoble. On a suffisamment à s'occuper de nous ici pour ne pas s'occuper de ce qui se passe à Grenoble pour le moment. Oui. Concernant du coup la plainte de Matt, quelle est la position du club vis-à-vis de ça? Est-ce que vous solidaire de la plainte, pensez peut-être vous de votre côté en faire de même? Enfin, quel est le... Si tu étais sur courir un événement et que dans le cadre de ton métier tu te faisais agresser, tu avais minimum 10 à 15 jours d'ITT, que c'était une agression caractérisée, qu'on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre des codes de ton métier, tu attendrais de quoi de ton employeur? Donc nous, Matt a souhaité porter plainte le lendemain. On l'a accompagné dans la démarche parce que c'était notre responsabilité de ne pas laisser un joueur d'une culture étrangère et qui parle français, parle bien français, mais il n'a pas toutes les subtilités de la langue, donc on l'a accompagné dans la démarche. On va dire, les autorités ont demandé à ce que ces blessures soient évaluées par l'Institut médico-légal d'Angers, ce qui est en cours. On aura le rapport lundi. Pour le reste, moi, c'est quelque chose que je découvre, parce que en tant que président de club, tu t'attends pas à avoir affaire à une agression dans l'aire de jeu. Donc, on prend conseil auprès d'hommes de loi dont c'est leur métier, et puis on s'inscrira le temps voulu dans ce qu'il convient de faire. Concernant Matt, justement, tu disais que personne n'avait pris les nouvelles de lui, donc là, c'est le moment aussi de savoir comment il va. Il va pas bien. Il va pas bien pour plusieurs raisons. D'abord, physiquement, il va pas bien. Ce qui est difficilement explicable dans l'approche, c'est que si c'est arrivé dans une rue, on dirait que c'est incroyable. Est-ce qu'il se fait suivre psychologiquement? Quelles sont les séquelles? Quand on prend un coup comme ça, je vous renvoie aux images, hein, on en a tellement à disposition qu'on peut pas expliquer l'explicable, mais forcément qu'il y a sûrement des séquelles suite au choc, ce que constatent les médecins. On va attendre de savoir comment ça évolue. Puis il a une commotion. Matt est là pendant quelques jours, il faut qu'il reste tranquille dans la pénombre. Et puis en plus, quand il ouvre son téléphone, il est vilipendé, il est porté. Pourquoi? Parce qu'il a assumé un geste, ou en tout cas, il a jusqu'à l'année dernière. Et puis en fait, on constate que, on explique le fait parce qu'il est coutumier du fait. On a même mis en avant ce qui s'était passé au serrage de main en finale. Voilà, en disant, vous voyez bien qu'il est coutumier de fait, sauf que c'est Crillon qui vient lui parler, qui vient l'haranguer. Donc quand tu es en plus physiquement atteint, quand tu te demandes pourquoi on ne t'a pas protégé, quand tu ne peux pas exercer ton métier, tu ne sais pas pour combien de temps tu en as, tu as une commotion cérébrale et qu'en plus tu te fais cracher dessus par l'ensemble, en tout cas par une grosse partie des réseaux sociaux, qui ne comprennent toujours pas pourquoi il a été blanchi. S'il a été blanchi, c'est qu'il
il n'est ni instigateur, il ne met pas un coup sur l'action. Alors avant, oui, il y a du trash talking, oui, mais bon, c'est dans le code de notre sport, en tout cas, c'est des choses qui se font. Et il y a des origines, et puis il n'a pas été tout seul. Et donc pour ça, en plus, on le met au pilori, donc c'est particulièrement déstabilisant pour n'importe lequel d'entre nous, et puis nous, ça nous dérange beaucoup. Donc voilà, pour répondre à ta question de départ, comment il va? Il va pas bien. Est-ce que vous avez la possibilité de faire appel de Non. décision? Le seul qui peut faire appel, c'est le président de la fédération, ou le club, ou le joueur qui est concerné par la plainte. Donc il y a le volet réglementaire est compliqué des fois à saisir, à comprendre, mais en tout cas parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs choses à bien respecter pour pas en plus que la procédure, si jamais il va y avoir un appel du joueur, puisse aboutir par un non-lieu, mais parce qu'on est dans le cadre de nos règlements, mais en tout cas par une remise en question de la sanction qui a été prise. Donc non, nous, on n'a aucun moyen de rien faire. Je me suis retiré du comité directeur temporairement pour toutes les discussions qui vont avoir lieu, puisque forcément je suis partie prenante. Donc il n'y a que le président de la fédération qui peut faire appel. On va voir si il fait appel ou pas de la décision et comment il place cette décision à prendre, comment il la motive, s'il la prend ou s'il la prend pas. Tu parlais de décision très technique. Tu trouves que la Cierge manque d'humanité aussi sur Je ne dis pas qu'elle manque d'humanité, je dis qu'on est dans quelque chose qui dépasse le cadre des codes de notre sport. Voilà. Et que forcément, alors oui, s'ils avaient mis 20 matchs, on est au-dessus de la jurisprudence. Mais je pense que c'est un temps où on doit avoir cette approche-là. Vous savez, le hockey, c'est un petit monde, vous connaissez, vous avez du réseau vous-même, il n'y en a pas un qui ne nous dit pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Il n'y en a pas un qui ne nous dit pas c'est inadmissible ce qui s'est passé, on ne comprend pas, c'est pas dans nos codes. Il n'y en a pas un à l'étranger où il y a les codes qui ne se moque pas de nous en ce moment. Il n'y en a pas un qui ne souligne pas ce qui vient d'être réalisé. Et puis en parallèle, on voit ce qui se passe au rugby, on a les Jeux Olympiques qui arrivent. C'est un joueur qui a signé la charte olympique la semaine dernière, ça pose question. Donc ce sont des sujets différents, mais quand tu es public lambda, ou en tout cas quand tu es spectateur et que tu regardes un petit peu ça de loin, tu te dis, mince alors, tu fais un tour avec ça. Et puis il y a une époque où il y avait ce qu'on appelait, vous avez tous vu ça, on a tous à peu près la même culture hockey. Il y avait les goons qui venaient dans ton équipe, il y avait toujours un ou deux gars, pour descendre un autre gars, on s'était séparés de tout ça. S'il faut, pour gagner un championnat, descendre un gardien le joueur prendra que 7 matchs, écoute, il va falloir qu'on réfléchisse à recruter autrement. Donc c'est toutes les questions que ça pose. Ça renvoie aussi au hockey amateur. La société est suffisamment violente pour que nos éducateurs déjà ont du mal à faire l'apprentissage des valeurs du sport. Donc ça pose aussi cette question-là. Ça pose la question de la dangerosité de la Ligue. À un moment donné, la Ligue, elle devient dangereuse, puisque manifestement, en plus, on n'est pas sanctionné. On pourra parler aussi des 4 matchs de suspension de l'autre joueur, qui sont argumentés parce que c'est un récidiviste. Quand tu récidives, tu prends plus que quand l'initial. Enfin, c'est en tout cas dans l'esprit commun. Ça n'a pas été le cas. C'est un jeune joueur qui a besoin de comprendre. Il avait mis la crosse notamment à la tête de Ritz. Bon, manifestement, il n'a pas compris. Parce que Manning, s'il ne prend pas O'Connor, il prend la part transversale, il pourrait être aujourd'hui en fauteuil roulant. Donc tout ça me fait dire que on doit avoir une autre approche que technique. En tout cas, j'aurais aimé pour mon sport avoir ces valeurs. Parce que la décision elle a un impact fort. Tout ce que je viens de vous dire, on prévient de la dangerosité. Maintenant, on se dit, est-ce que c'est pas dangereux de jouer? C'est ce que nous interpellent nos joueurs aussi. La dernière fois qu'un coach il a prévenu une ligue que c'était dangereux de jouer, il s'appelait Paredes et 3 semaines après, son joueur décédait sur une glace. Donc ça pose beaucoup de questions. J'espère qu'un de mes collègues présidents n'aura pas à gérer une situation pareille. Mais aujourd'hui, je suis bien obligé de constater que le message passé n'est pas le bon et pas en tout cas celui qu'on attendait. Depuis ton entrée en poste, tu as souvent décrié les réseaux sociaux et les messages que pouvaient ressentir tes joueurs. Est-ce que
tu as déjà réfléchi à porter plainte contre X, contre l'ensemble de ces messages que peut recevoir Mathieu? Non, parce que d'abord, c'est pas à moi de le faire, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas bien, que je maîtrise pas bien en tout cas. On a essayé de mettre un communiqué qui disait que d'abord, on n'a pas évoqué les autres joueurs, on a juste évoqué le fait qu'on attirait l'attention sur ça, c'est-à-dire qu'il n'était pas instigateur, il n'avait pas donné un coup. Et puis surtout, on a évoqué le fait qu'il n'était pas à l'origine de l'action. Et après, les images sont sorties. L'objectif de ça, c'était d'essayer d'inverser un peu la tendance et de faire appel un peu au bon sens des amateurs de hockey, et puis peut-être aussi au bon sens de ceux qui font le hockey, des acteurs du hockey, pour dire, bah oui, effectivement. Mais même ça n'a pas suffi à calmer. Donc, on ne va pas se battre contre les réseaux sociaux, on ne va pas se battre contre ceux qui croient, qui savent et qui ne savent pas. C'est le même cas chez nous, hein. On a de nos supporters des fois qui ont des analyses, c'est le jeu, c'est comme ça. Je pense que ceux qui peuvent calmer, c'est peut-être ceux que ces gens-là écoutent. C'est pas le cas, il n'y a pas eu de prise de parole ni des sachants du hockey, ni des autorités du hockey, pour en tout cas de cette partie-là, de ceux qui commentent, pour expliquer que c'est normal en fait. Et au contraire, je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, on est à réexpliquer que c'est son attitude, que c'est coutumier du fait. Je pense que vous voyez les matchs à l'Esparc, je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord là-dessus. En tout cas, qu'on nous apporte des images et des faits. Mais voilà, donc pour toutes ces raisons, on ne va pas rentrer dans ce truc-là pour les réseaux sociaux. On dit ce qui est, on va se rapprocher, on va toujours se recoller aux faits. Les faits, c'est quoi? Les faits, c'est que mon joueur a subi une agression sur la glace qui n'a rien à voir avec les codes de notre sport. Voilà. Et que l'approche de la Cierge a été technique, d'abord une faute, puis l'autre sur un même joueur, alors que je pense qu'il fallait avoir une approche globale et de considérer l'impact que ça a sur notre sport, à un moment donné où il retrouvait, après 20 ans, et on était tous heureux de ça, les JO, et on se pose beaucoup de questions sur la suite, forcément. Et puis sur le match du 23 décembre. Justement, est-ce qu'il a été déjà discuté quelque chose avec vous, par exemple, sur le choix des arbitres ou autre, sur des mesures prises pour éviter que des débordements arrivent? Ça ne nous appartient pas, on ne m'a pas encore contacté officiellement pour m'informer que, forcément, les désignations ont déjà été faites, donc elles vont changer, j'imagine, que quand même. Donc, et puis on ne va pas me demander mon avis, chacun doit savoir ce qu'il a à faire, chacun doit prendre ses responsabilités. Donc la direction de l'arbitrage doit prendre les siennes. Et puis voilà, nous on va s'occuper d'abord de nous ici, on a un match la semaine prochaine, on va s'occuper de nos joueurs, puis on va préparer ce match de Grenoble qui nous préoccupe parce que la décision de la Cierge fait que le joueur grosse tête peut reprendre, parce qu'il peut jouer en Coupe de France, donc il reprendra le jour de ce match. Je vous renvoie à son interview d'après-match. Il ne peut pas jouer en Coupe de France, je pense. Si, il peut jouer en Coupe de France. Donc ça veut dire que le 5e match de championnat, c'est Grenoble, le 23 janvier, Grenoble-Angers. Donc voilà, ça nous préoccupe beaucoup pour plein de raisons. Voilà, et puis on est préoccupé au moment où on se parle, ça peut évoluer, mais par l'ambiance et le contexte de la patinoire. Et moi, j'ai pas envie qu'un de mes joueurs, parce que le contexte, parce que encore un mauvais jet de grosse tête, dégoupille et fasse une grosse bêtise et qui me mettrait là dans la difficulté. Donc, on est dans cette approche-là. De maintenant au 23 janvier, il va se passer des choses. On a d'autres matchs à préparer. On a un match coup près avec Rouen qui vient. Et on n'est pas dans les meilleures conditions. Ça ne veut pas dire que mes joueurs ne vont pas réussir et que John ne va pas réussir. Mais c'est ça la réalité de notre quotidien de cette semaine. Donc forcément, ça prend de l'énergie. Tu parlais de ton sport, du hockey, qui doit prendre conscience de tous ces problèmes-là. On voit aussi que sur la glace, du coup, le niveau augmente d'année en année. Est-ce que tu dirais que déjà l'arbitrage et ensuite les instances derrière ne suivent pas vraiment cette évolution-là? Que le niveau sur la glace augmente, mais pas en dehors? Je suis impliqué à la fédération. Vous savez, sur l'arbitrage, je pense que j'ai pas approuvé ce que je pense. On l'a prouvé, ce qu'on a fait à Cholet, ce qu'on a fait ici, l'académie d'arbitrage, etc. La part que j'ai prise dans les décisions qui ont été prises, on a essayé de modifier les choses. Donc je pense que le process qui est en cours portera ses fruits.
avec ceux qui y sont ou avec d'autres. On ne forme pas un arbitre en 2 ans, ça fait 1 an et demi à peine. Il y a beaucoup de jeunes arbitres, c'était le cas sur le match de Grenoble. Et en même temps, je ne veux pas qu'on cherche, nous, des explications sur nos résultats par rapport à l'arbitrage, mais là aussi, je vais constater les faits. Sur Bordeaux, on a dû avoir 14 minutes de powerplay. C'est la conclusion de la direction de l'arbitrage. On a eu 2 minutes d'infériorité. Donc voilà, donc non, je ne vais pas stigmatiser ça. Je note qu'ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'avancer. Puis en même temps, ils ont besoin aussi d'assumer. Quand on fait des erreurs, il faut corriger et puis il faut progresser. Et puis progresser, c'est pas que parce que la direction fait pas ce qu'il faut. Voilà. Quand on met 10 minutes de prolongation à la place de 5, c'est juste la connaissance du règlement par exemple, quoi. Je ne veux pas stigmatiser cet arbitre-là parce que forcément, Non, mais c'est ça va un faire commenter, mais voilà, c'est un ensemble. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas. Oui, on peut discuter s'ils avaient mis la 25 minutes à grosse tête, etc. Mais ça ne doit pas nous écarter de ce qui nous occupe là, c'est l'attitude, la réaction et l'action, une agression qui n'a rien à voir avec le code de notre sport d'un joueur à qui l'instance en charge de lui expliquer que c'est pas bien, de lui expliquer que ça ne doit pas recommencer et de monter en pression si ça recommence, parce qu'il n'en est là pas la première fois, ne le fait pas. Et là, sur un truc tellement évident que tous ceux qui sont connaisseurs, et je ne parle même pas des sachants, sont unanimes pour dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Tu parlais du déplacement à Grenoble. Est-ce que, dans l'hypothèse est-ce qu'il y a possibilité de ne pas faire le déplacement? Et qu'est-ce que, si jamais ça arrive, qu'est-ce que l'équipe risque? Écoute, on ne s'est pas penché. Si on ne se déplace pas en forfait, donc là le risque c'est un forfait traditionnel sur les points, le financier, etc. On n'est pas encore à cette étape-là. On a Marseille à jouer, on a Rouen à jouer, puis on va à Nice après, je crois. Donc forcément on se pose la question parce que on prend les informations comme elles nous viennent, et puis notre métier aussi de diriger le club, c'est de se projeter sur les prochaines organisations, et comme on fait, forcément tu prends tout le contexte, et donc on se pose des questions. Je ne suis pas capable aujourd'hui de répondre à ta question, et si je devais, ou si mes joueurs disaient, écoute nous, si au moment de rentrer dans la patinoire c'était ultra hostile, un contexte kémi, est-ce qu'on fait jouer le droit de retrait ou pas? J'en sais rien, je suis pas capable. Est-ce qu'il y a un risque financier pour vous là-dessus, ou alors il n'y a que Grenoble qui aurait un coût financier en tout cas sous le forfait c'est sûr, il y a un risque financier, mais je dirais que le risque financier on est en plein dedans, on a une saison quand même qui prend un petit coup d'arrêt, on a un gardien qui va pas bien, on a perdu des points, donc on a construit, et John a construit une équipe qui a un mental fort, qui est bien sur des bonnes valeurs, qu'il a montré après sur ce match de Grenoble juste après les événements, qui le montre encore. On va se remettre dans le bon sens, on va regagner des matchs. Mais effectivement, sur une saison sur laquelle on performait, avec un quart de finale dans 10 jours, une finale de Conti Cup dans 1 mois, je tentais de te dire que le risque financier d'un forfait est secondaire dans l'échelle de mes risques. Okay. Juste pour revenir sur l'arbitrage quand même, je me rappelle de la discussion, peut-être la saison dernière, où notamment tu évoquais l'arbitrage. Dans la réforme de l'arbitrage, il fallait notamment sortir de l'entre-soi. Est-ce qu'il n'y avait pas toujours cette notion d'entre-soi là, où on voit des noms récurrents quand même d'arbitres, notamment à Grenoble, et en l'occurrence là, il y avait un nom d'arbitre, voilà. Est-ce qu'on est toujours dans l'entre-soi? Non. Non, en même temps, il faut bien former des arbitres, il faut bien leur donner de l'expérience. Ce qui a manqué sur le match de Grenoble, c'est de l'expérience. Donc il faut bien qu'ils jouent souvent. Il y a une autre réalité, c'est l'économie. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire traverser la France dans tous les sens aux arbitres, ça coûte. Donc il faut penser à la meilleure façon d'optimiser toutes ces ressources-là. Si tu augmentes la base, il faut les faire jouer, donc il faut des matchs, il faut les accompagner, tout ça, ça coûte.
Et jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, on a dépensé très peu d'argent dans l'arbitrage. Maintenant, ça augmente, c'est pas encore la panacée. Et puis il y a une autre réalité, c'est que si tu veux d'autres noms, il faut former. Il faut former des arbitres. Et là, on va déborder un peu sur un autre sujet, mais quand tu as 17 ans, que tu es dans une patinoire, que tu te fais crier dessus par les parents, activé par les coachs, c'est compliqué de garder un jeune à l'arbitrage pour qu'il apprenne et voilà. Ce que fait Johan Fauvel ici est assez incroyable et portera ses fruits, mais il va falloir un petit peu de temps. Voilà. Moi j'ai une question qui est peut-être plus juridique que sportive, mais la plainte de Matt, est-ce que à ta connaissance elle pourrait aboutir par exemple à une injonction d'éloignement? Et si jamais c'était le cas, comment est-ce que la Ligue vous a déjà informé d'un potentiel fonctionnement? Parce que c'est un cas qui est quand même assez inédit. C'est pas la ligne bleue. Non, je ne suis pas capable de répondre à ta question. D'abord, comme j'ai dit, on va se faire conseiller par un spécialiste. Je vais lui poser toutes ces questions-là, parce que forcément, elle me préoccupe. Puis encore une fois, c'est pas la première fois qu'on y est confronté, donc je ne suis pas capable de te répondre. Et pour la Ligue, non, il n'y a rien qui en tout cas, on n'a aucune communication, aucun contact qui va dans ce sens-là. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure là, sur les 4 matchs, je regardais, ça arrive juste avant le match du 23 décembre. Donc, je pense que Coupe de France ou pas, il aurait pu jouer. Est-ce que tu penses que le club de Grenoble, de lui-même, pourrait se dire ok, là il va lui faire un 5e match, entre guillemets, pas l'aligner pour pas remettre de l'huile sur le feu? Est-ce que tu penses que le club de Grenoble peut être dans cette démarche? Je pense pas à la place du club de Grenoble. Ils font ce qu'ils veulent. Après, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va probablement pouvoir jouer en D1. On verra s'il l'aligne en D1. Cette remarque répond à ta première question. Oui, non, mais ça, moi je m'étais déjà fait cette réponse, mais juste en regardant des feuilles de match. Toi, avec ta connaissance du monde des dirigeants et tout ça, tu pourrais avoir à ressentir, te dire oui, c'est possible, ou non, je ne crois pas du tout. Voilà. Je pense pas. C'était le sens de ma question. Ouais, je pense pas à la place du club de Grenoble. Ça, c'est probablement ma réponse. La deuxième, c'est que je ne sais pas ce que j'aurais fait dans la même situation que le club de Grenoble, parce que on peut dire beaucoup de choses, mais je ne sais pas en fait comment j'aurais agi. Et quelle décision on aurait prise? Toujours, je me rattache aux faits. Je sais ce que j'ai fait quand il a fallu qu'on prenne nos responsabilités sur un geste qui n'était pas explicable, ou en tout cas sur lequel on ne pouvait pas trouver nous de circonstances atténuantes, même si on aurait pu se cacher derrière. Bon, c'est pas ce qu'on a fait.